Bienvenue dans cette nouvelle édition d'Arte Reportage. Une véritable tragédie se joue à la frontière entre la Birmanie et le Bangladesh, là où les Rohingyas fuient les persécutions. Nous irons ensuite en Afrique. La télévision au service des droits des femmes, une série réalisée au Sénégal où comment le feuilleton C'est la vie entend faire bouger l'Afrique. Mais partons d'abord pour la Birmanie. Jusqu'à présent, ce nom était synonyme de nouveau départ. Une démocratie se mettait en place, une lauréate du prix Nobel de la paix arrivait à la tête du gouvernement. Mais aujourd'hui, ce sont les échos d'un génocide qui nous alertent. Celui des Rohingyas, dont un demi-million a déjà fui vers le Bangladesh. Cette minorité musulmane est persécutée par les militaires birmans avec le soutien de milices bouddhistes et d'une bonne partie de l'opinion publique. L'origine de la crise remonte au mois d'août, quand des rebelles Rohingyas ont attaqué des postes de police. En représailles, l'armée a lancé une offensive au prétexte de lutter contre le terrorisme islamique. Human Rights Watch estime que depuis 20 ans, nulle part dans le monde, on a assisté à de telles violations des droits de l'homme. Sur place, Gwen Lawen Le Gouil de Nova Prod. Nos maisons ont été brûlées. Nous n'avons plus rien là-bas. Ils nous chassent, ils nous égorgent, ils nous tirent dessus. C'est pour cela que nous sommes partis. Allez-y, descendez. Ils sont couverts de boue. La couleur de l'exil. Dans leur fuite, ils n'ont rien emporté. Nour Mohamed, son frère et leur famille viennent de traverser la rivière Naf, la frontière entre le Bangladesh et la Birmanie. On n'a plus de maison. Les militaires nous ont frappés. Mon fils, qui est un peu plus grand que celui-ci, je l'ai perdu. Mon père et ma mère aussi ont disparu. Quand ils ont brûlé le village, j'ai pris ma femme et les enfants qui étaient là et j'ai couru aussi vite que possible. Depuis, je ne retrouve plus mon fils. Sur la route et près de la rivière, j'ai vu des cadavres d'enfants et tellement de morts. Partout, on a vu des cadavres, des corps mutilés, des corps brûlés. Les réfugiés Rohingyas sont accueillis par les gardes-frontières bangladais. Ils ont pour consigne de les laisser passer. Dépêchez-vous, ils risquent de tirer de l'autre côté. Un bataillon birman s'est installé juste en face. Après 5 jours et 4 nuits passées à fuir, à se cacher, Nour Mohamed et les siens sont à bout. Ils doivent pourtant continuer à avancer. Leur dernière force les porte de l'autre côté de la rizière, où un dernier passeur les attend. Vous êtes combien? On est 5 personnes, 5 adultes en tout. Si c'est trop cher, prends un autre bateau. Il y en a plein d'autres là-bas. Leur langue est proche du bengali parlé dans toute la région. Allez-y, asseyez-vous là. Mets-toi devant, toi. Après un dernier voyage en barque, la délivrance. Alors ça va mieux? Ça fait du bien, hein?
Oh, ça gratte! Les enfants profitent enfin d'un court moment de répit, en sécurité. C'est la première fois qu'on se lave depuis qu'on a fui le village. Quand on l'a quitté, après, on n'a fait que marcher. On dormait dans les collines, on devait se cacher. On n'a jamais eu le temps de se reposer. Tout ce qui comptait, c'était rester en vie. Ces 5 jours sont finis maintenant. On peut enfin s'arrêter. Avancez, avancez. Il y a de la nourriture et de l'eau pour vous là-bas. À peine arrivée, la famille est noyée dans le flot des réfugiés. Une association leur vient en aide. Un sac de riz soufflé. Leur premier repas depuis 5 jours. Ceux qui ont reçu du riz, allez-y. Les autres, on va vous en donner. Immédiatement, Nour Mohamed recherche son fils et ses parents. Les grands-parents guettaient l'arrivée de la famille au point de passage. C'est ma mère. Je l'avais perdue. Et là, c'est mon père. Je viens de les retrouver. Je me sens mieux, mais il me manque mon fils. Je ne sais toujours pas s'il est vivant ou mort. S'il est vivant, quelqu'un me le ramènera. S'il est mort, je ne le reverrai jamais. La famille se retrouve. C'est une famille ordinaire. Une famille parmi des dizaines de milliers d'autres rescapés. Une famille qui n'a déjà plus la force d'aller plus loin. Moi, je ne suis pas venu parce que j'avais faim. Je ne suis pas pauvre. J'avais beaucoup de riz, des provisions pour au moins 1 an. Là-bas, j'ai 30 buffles et une ferme à poissons. J'ai 4 maisons à plusieurs étages, une pour moi et une pour chacun de mes fils. Et chacune de ces maisons a été brûlée. J'ai vu des militaires brûler des villages. Regardez, on peut même le voir d'ici. Visibles depuis le Bangladesh, ces colonnes de fumée. Ce sont des villages Rohingyas en feu le long de la frontière. Tout commence le 25 août dernier par une déclaration de l'ARSA, l'armée de libération de l'Arakan. Ce groupe de combattants jusqu'alors inconnus dit vouloir défendre la cause des Rohingyas, une minorité musulmane discriminée depuis des décennies. Nous menons une guerre de défense sur notre terre pour libérer notre peuple du brutal régime birman. Le jour même, une vingtaine de commissariats sont attaqués. 12 policiers sont tués. En représailles, l'armée birmane lance une opération contre ce groupuscule qu'elle qualifie de terroriste. Elle s'en prend à toute la population. Pour des centaines de milliers de civils, c'est l'exode. Ces images sont filmées par un Rohingya en fuite. Avec tout son village, il se cache dans la jungle avant d'essayer de rejoindre le Bangladesh. Le long de la route numéro 1 qui suit la frontière, tous visent le même objectif, se rapprocher des camps. Là-bas, Nour Mohamed espère trouver de l'aide, après une nuit passée dans un abri de fortune. La mousson n'est pas terminée, il lui faut d'urgence trouver un endroit pour s'abriter. Mais après 45 minutes de route,
Le chauffeur refuse d'aller plus loin. Il veut plus d'argent. Sans état d'âme, il abandonne la famille à l'entrée d'un village. Je ne sais pas combien de temps on va rester ici, mais je crois qu'on est là pour un moment. Est-ce que tu nous as trouvé une place? Au téléphone, son père cherche une solution pour loger la famille. Il faut acheter des bambous, il faut acheter des bâches. Il faut absolument que tu nous trouves une place dans un camp. Comme on n'a pas encore trouvé de place dans un camp, là on va s'installer de l'autre côté de la route en attendant. On m'a dit que là-bas dans le camp, ils donnent des bâches. Nous on n'en a pas. Alors là on essaie juste de rester ici et de s'installer dans cet endroit. On va rester ici pour cette nuit. Mais alors qu'il installe sa famille, le sort s'acharne. L'un de ses enfants vient de se faire renverser par une voiture. Lorsqu'on a changé d'endroit, une voiture a renversé mon fils. Il a failli se faire écraser. Et j'ai déjà perdu un enfant. Les soldats birmans l'ont tué. Son fils est blessé. Il faut faire vite et trouver un médecin. Guidé par un voisin, Nour Mohamed se dirige vers l'échoppe du pharmacien. Assure-toi bien qu'il n'a rien de cassé. L'incident attire le maire du village. Le jeune garçon s'en sort avec des hématomes. Rassure-toi, ton enfant n'a rien. Ne pleure pas, ne pleure pas. Par rapport aux réfugiés Rohingyas des années passées, là, c'est vraiment tragique. Certains sont blessés, certains sont complètement traumatisés. Cette fois, c'est affreux. Par ici, nous avons beaucoup de terres inoccupées, des terrains libres où on pourrait les accueillir. Mais vu le nombre de réfugiés qui sont arrivés, même les autorités n'ont pas de solution. Elles ne savent pas à qui donner des terrains, elles n'arrivent plus à gérer la situation. Elles sont complètement dépassées. Sans terrain où construire un abri, la famille se protège comme elle peut. Grâce à cette bâche, offerte par un villageois. Ils vont passer la nuit sur ce bas-côté. Voilà à quoi ressemblent les fameux camps dont rêvent Nour Mohamed et tous les réfugiés. Des milliers de cabanes construites à la hâte. Un campement gigantesque, improvisé en quelques jours le long de la frontière. En 2 semaines seulement, plus de 200 000 Rohingyas se sont déjà installés dans ces collines. Mais malgré l'ampleur de la crise humanitaire, les ONG internationales sont quasiment absentes. Engluées dans des procédures, bloquées par l'administration bangladaise, qui ne voit pas d'un très bon œil leur présence sur son sol. Au premier jour de l'exode, seule une poignée d'associations vient en aide aux Rohingyas. Venues de la capitale, elles distribuent vêtements et nourriture,
à des réfugiés affamés. Le chaos est total. Nous ne sommes pourtant qu'au tout début de la crise. Par les rivières, mais aussi par la mer, les réfugiés affluent. Allez, chacun prend son sac. Prends le tien, toi. Des femmes, des vieillards, des enfants, et toujours les mêmes regards. Vide. Tout le monde a été tué. Mon père, ma mère, mon frère, ils sont tous morts. Les soldats l'ont égorgé. Qui ont-ils égorgé? Mon fils. Il avait 6 ans. Chacune de ces histoires est unique. Pourtant, elles se ressemblent toutes. Les Rohingyas racontent tous les mêmes massacres. Non pas spontanés, mais très organisés. Une politique systématique, mise en place par des militaires, qui à chaque fois procèdent avec méthode. Les militaires sont d'abord venus nous dire de quitter notre village, de partir. Nous, on leur a répondu, nous n'irons nulle part. Nous sommes ici chez nous. Nous allons rester dans notre village. Si vous voulez nous tuer, faites-le. Mais ensuite, ils sont revenus. Ils ont capturé les chefs du village et ils les ont égorgés. Ce jour-là, ils ont d'abord tué 20 hommes. Chez nous, les militaires ont emmené les hommes par groupe de 5 ou 6. Ils les ont rassemblés et ils les ont tués en leur donnant des coups sur la tête ou en leur tranchant la gorge. Puis ils les ont jetés dans des fosses. Les soldats s'en prennent ensuite aux femmes et aux enfants. Une politique de la terreur pour les faire fuir, à tout jamais. S'ils trouvent un gamin comme celui-là, ils l'attrapent, ils l'égorgent et ils le jettent. Les femmes aussi ont été persécutées de manière cruelle. Les plus vieilles ont été égorgées et les jeunes, les plus belles, ont été capturées et traitées de manière inhumaine. Elles ont été violées et violées encore. Selon les Nations Unies, c'est un cas d'école de nettoyage ethnique. Après des jours de recherche, Nour Mohamed a enfin trouvé un endroit pour installer sa famille, à l'écart des camps qui grignotent peu à peu les collines. Avec ses frères et ses cousins, il construit une maison pour abriter les siens. Ce terrain appartient à ce vieil homme. Il m'a dit, vous venez de Birmanie, vous avez été persécuté, alors vous pouvez rester sur mes terres. Cet homme est d'accord pour qu'on construise notre maison ici. Faut mettre plus de cordes là. Nazir Hussain est un notable. Sur ces terres, il héberge déjà une centaine de familles Rohingyas. Mes terres, elles vont jusque là-bas. Et de l'autre côté, c'est pareil, jusqu'au bout là-bas. Et puis là, et là, jusqu'à la colline. Bien sûr que toutes ces terres, je ne vais pas pouvoir les faire fructifier. Mais le pays veut les aider, alors je me suis dit que ce serait bien que moi aussi je les aide. Je ne vais rien y gagner. Mais eux, ils n'ont rien. Nulle part où aller. Et ils sont venus de si loin. Alors si je les aide, Allah me remerciera. La famille a enfin un toit.
Premier instant de sérénité après des journées d'errance. L'occasion aussi de se confier, d'envisager l'avenir. Ils ne savent toujours pas s'ils pourront rentrer un jour. Si les Birmans acceptent les Rohingyas, s'ils reconnaissent l'identité des Rohingyas, alors nous retournerons peut-être un jour en Birmanie. Mais s'ils continuent à dire que nous ne sommes que des Bengalis et que nous avons migré illégalement chez eux, alors nous ne retournerons jamais sur nos terres. Attends, la question c'est, faut-il se battre ou pas? Mais comment veux-tu qu'on fasse? Ils sont au pouvoir, on n'a aucune chance. Donc non, nous n'allons pas faire la guerre. Nous avons été persécutés. Beaucoup ont perdu leurs proches. Certains ont perdu leur mère, leur père, leurs enfants. Moi-même, j'ai perdu un fils. Alors si en plus on fait la guerre aux Birmans, on va tous mourir. Vous êtes prêts à mourir ici? Est-ce que j'ai le choix? La majorité des Rohingyas n'aspirent qu'à vivre en paix. Mais dans le flot de réfugiés, nombreux sont prêts à saisir la première main tendue. En l'absence d'organisation humanitaire, certains profitent de la situation pour s'attirer les bonnes grâces de cette population désemparée. Ces drôles de pèlerins ont traversé la moitié du pays en bus pour venir aider leurs frères persécutés. Ils sont membres d'Efajat et Islam, une organisation islamiste très puissante au Bangladesh, qui réclame la peine de mort pour le blasphème, la corde pour les non-croyants. Cet homme est professeur de religion. Il a organisé le voyage pour 35 de ses congénères. C'est incroyable. Un peu de patience, un peu de patience. Ce matin, il distribue du sirop pour la toux à des réfugiés affamés. Et toi, c'est quoi ton problème? On n'a pas mangé, on a faim. Tu tousses, c'est ça? Tu lui donnes une cuillerée, 3 fois par jour. La crise des Rohingyas est surtout l'occasion d'affirmer leur présence sur le terrain politique. Nous disons au gouvernement, si vous n'avez pas le courage de régler ce problème, nous, on va s'en occuper. Nous allons vous trouver des jeunes combattants. Donnez-nous des armes, donnez-nous des camps d'entraînement. Et nous, comme tous les citoyens, nous sommes prêts à faire la guerre pour nous battre contre eux. Nous demandons qu'Aung San Suu Kyi soit pendu. Vous êtes prêts à vous battre? Un peu plus loin, un autre groupe de militants. La même organisation. Hé toi, viens par ici, viens par ici. Le chef est en pleine opération de communication. Très affairé à aider les pauvres. Allez, poussez-vous, dégagez maintenant. Grâce à cette campagne, Efajat et Islam espèrent lever des fonds auprès de ses adhérents. C'est bon maintenant, dégagez, dégagez. La plupart des billets distribués sont abîmés, inutilisables dans le commerce. En réalité, le sort des Rohingyas est le cadet de leurs soucis. Les Rohingyas sont des centaines de milliers. S'ils restent ici, le chômage va augmenter. Et si le chômage augmente, les vols, les cambriolages, les meurtres, tout ça va exploser et se répandre dans tout le pays. C'est pour ça qu'on ne peut pas les laisser rester ici sur le long terme. Il faut les déporter dans leur pays, là où ils ont leurs terres. Un sentiment partagé par les autorités, qui s'inquiètent de voir les Rohingyas s'installer au Bangladesh. Avis à la population, des tribunaux mobiles vont être déployés pour juger tous ceux qui hébergent des Rohingyas chez eux.
quel que soit leur nombre. C'est interdit. Les condamnations seront extrêmement dures. Les Rohingyas seront arrêtés, condamnés et renvoyés. C'est un ordre du préfet et du maire. Ne vous rassemblez pas ici, on ne veut pas de foule ici. Chaque jour, soldats et policiers recherchent les Rohingyas installés dans les villages pour les rassembler dans des camps. Vous êtes en train de vacciner les enfants, là? S'il y a des Rohingyas ici, il faut qu'ils aillent dans un nouveau camp qui est en train de se construire, là-bas, de l'autre côté de la route. Ils sont déjà plus de 500 000 à avoir trouvé refuge le long de la route numéro 1. La moitié des Rohingyas de Birmanie. Pour tous ces exilés, c'est une nouvelle vie qui commence. Une survie, accrochée à l'espoir de retrouver un jour leurs proches disparus. Mon enfant est resté là-bas. On ne l'a pas retrouvé. Il est perdu en Birmanie. Retrouver leur terre. Se voir enfin reconnaître une identité. Si la communauté internationale trouve une solution, nous pourrons retourner chez nous. Sans ça, ils nous tueront. Nous avons tout perdu. Nous voulons la justice. Rien d'autre que la justice. La communauté internationale. Elle s'indigne surtout du silence de la chef du gouvernement Aung San Suu Kyi sur les agissements des généraux. Mais pour l'instant, personne n'a dépassé le stade de l'indignation. Nous partons maintenant pour l'Afrique, à la découverte d'une émission dont le taux d'audience peut faire rêver. Car ils sont des millions à suivre fidèlement les épisodes de C'est la vie, un feuilleton sénégalais en passe de devenir une série culte. On y parle de sujets généralement tabous en Afrique, sexualité, violence domestique, excision, polygamie, etc. Le scénario s'inspire et se nourrit essentiellement du quotidien de nombreux Africains. Chaque épisode tente, entre autres, de combler l'absence d'éducation sexuelle. L'objectif est que chaque téléspectatrice puisse s'identifier avec un personnage et que le feuilleton déclenche une prise de conscience qui la pousse à faire changer les choses. Un reportage de Vincent Kellner et Sophie Boutboul de Cosette Prod. Les ruptures de stock touchent les plus vulnérables d'entre nous. Oui. Ça crée de la détresse et de la violence sociale. Oui. On a la 3G, l'Internet et même pas de quoi se soigner. C'est pas normal du tout. Nous voulons des médicaments. Oui. Nous voulons des médicaments. Des femmes sénégalaises qui parlent publiquement de leur sexualité. Cela ne peut être qu'une fiction. Il s'agit de la deuxième saison de la série télévisée C'est la vie, dont le tournage vient de commencer à Joal, un village au sud de Dakar. Elle raconte la condition parfois dramatique des femmes en Afrique. Caméra A, on est bon? N'oubliez pas, à chaque fois quand on dit, on reprend, vous faites la même chose. Hein? À chaque fois, vous changez d'arrêt. 51-8 sur 2 premières. Action. Nous vivons toutes le même drame. Moi aussi, j'ai besoin d'un contraceptif que je ne trouve pas à Bossoin. Difficulté d'accès à la contraception, grossesse non désirée ou violence conjugale, la série est inspirée de faits réels et connaît depuis 2 ans un immense succès en Afrique subsaharienne. De nombreux réalisateurs africains viennent poser leur regard sur la série. Ce matin, c'est Salimata Tapili, une Malienne très impliquée dans les luttes féministes, qui est aux commandes. Je vous demande gentiment de rompre les rangs. Ça concerne toute l'Afrique de l'Ouest, tu vois, toutes les femmes dans les milieux
rurales ou urbaines sont concernées. Là, c'est dans une série télévisée, mais je pense que dans la vraie vie aussi, c'est ce qui doit se passer. Donc la scène, elle est faite pour ça. C'est une sensibilisation, en même temps pousser les femmes à faire pareil de leur côté dans leur pays pour se battre pour leur cause. Je crois que cette série, elle est très importante du moment où elle peut aider des femmes à prendre conscience et des bienfaits de la contraception et de la planification et tout ça. Donc c'est vraiment intéressant parce que ça peut vraiment aider. C'est la vie à Ratanga, c'est la vie à Ratanga, c'est la vie à Ratanga, Ratanga. La série, financée par des agences onusiennes, raconte la vie d'un centre de santé situé à Ratanga, un quartier imaginaire d'une grande ville d'Afrique de l'Ouest. Les personnages principaux sont des sages-femmes et leurs patientes, des femmes au parcours tourmenté. Ce sont des témoignages de soignants venus du Mali, de Côte d'Ivoire ou du Bénin qui ont inspiré les scénaristes. J'ai ma fille qui est enceinte. Vous avez de l'argent? Les résultats et la discrétion sont assurés. Elle pratique des avortements clandestins sur les jeunes filles, mais c'est grave. Mais il faut lui interdire de travailler. Est-ce que tu vas m'écouter à la fin? Ce n'est pas ce que tu crois. Je ne veux plus te voir remuer les fesses devant Moulay. On est bien d'accord? Mais... Tais-toi! Pourquoi tu es toujours en train de me désobéir? Pourquoi? Je comprends votre douleur. Je suis sage-femme au dispensaire et je vous promets de tout mettre en œuvre pour éviter de perdre des enfants si jeunes. Vraiment. À l'origine de ce projet panafricain, il y a un producteur, Alexandre Rideau. Coupé. C'était bien. Bonjour messieurs. Vous allez bien? Ce Français installé au Sénégal depuis 13 ans a d'abord misé sur des feuilletons radio pour parler de santé publique. Mais très vite, aidé par une ONG implantée au Sénégal, il s'est tourné vers la télévision, un média qui a progressivement détrôné la radio dans les foyers africains. Avec cette série, il souhaite moderniser la prévention à destination du grand public. Je pense qu'on est resté quand même sur une approche en termes d'information sur les thématiques telles que la santé, le développement, l'éducation, l'environnement qui sont restés un petit peu paternalistes. On le voit où on n'entend presque jamais les histoires du continent. Mais les utiliser parce qu'elles illustrent des enjeux contemporains, tels que par exemple la sexualité, comme dans C'est la vie, on permet d'ouvrir un accès à une information qui, on ne s'en rend pas compte, nous, vu d'Europe, mais très difficilement accessible en Afrique encore. Au gré des épisodes et des séances publiques organisées à travers tout le Sénégal, C'est la vie est devenu un rendez-vous populaire, auquel les villages tiennent à convier l'ensemble de la population. Le point de départ d'un débat et d'une réflexion à l'échelle de tout un pays. Mais dis donc, elle est pas mal ta sœur. Et en plus, elle aime le sexe. Parle pas de ma sœur comme ça, toi. Mais calme-toi mon frère, je t'ai juste en train de blaguer là. On y va danser. Des aventures prenantes, des histoires de couples réalistes, pour mieux s'attacher et s'identifier aux personnages. Libérer la parole et pousser chacun à partager ses expériences est un travail de longue haleine. Tu m'assassines. J'ai mérité ça, tu crois? Peu à peu, les associations s'emparent de la série et l'utilisent désormais comme support pour susciter le débat et faire de la prévention. On a vu un épisode qui traitait de problématiques qui nous touchent vraiment, c'est-à-dire la violence dans le milieu de travail, la violence dans la famille, la violence conjugale. Quand on parle de viol, en général, c'est les familles même qui ne veulent pas dénoncer les violeurs. Un violeur est un violeur. Même s'il quitte cette famille-là, il se déplace dans une autre famille, il va le refaire. Et qui sera là pour dénoncer? De l'aveu même des Nations Unies et de l'Union africaine, il reste sur le continent un travail colossal à effectuer en matière de droits des femmes. Une femme sur 3 subit quotidiennement des violences physiques et sexuelles. Une majorité d'entre elles pensent encore qu'un mari a le droit de battre sa femme.
Et les grossesses non désirées conduisent à un nombre alarmant d'infanticides. À Guédiawaye, une banlieue défavorisée de Dakar, la Maison Rose est l'une des rares structures au Sénégal à recueillir des victimes de viol. Ici, une quinzaine de femmes sont prises en charge et accompagnées, sans aucune subvention publique. Maïmouna a 14 ans. Elle a été violée par son père pendant son enfance, puis chassée de chez elle. Peu après, elle se fait à nouveau violer par un inconnu. De ce viol est né un enfant. L'attitude des soignants lors de son accouchement à l'hôpital public est un souvenir douloureux. À l'hôpital, la fille de la chambre d'à côté venait d'accoucher et les sages-femmes l'ont laissée toute seule. Elle souffrait. Les sages-femmes discutaient entre elles tranquillement. Elles riaient même. La fille criait, elle les appelait à l'aide. Mais les sages-femmes disaient qu'elle était mal polie, qu'il fallait l'ignorer. Il y en a une qui a fini par aller dans sa chambre et elle s'est rendue compte qu'elle était décédée. Entre deux contractions, Maïmouna change de position pour soulager la douleur. La sage-femme la menace. Elle m'a dit, toi, tu es très impoli. Tu as bien vu que ta voisine de chambre est morte, non? Tu finiras comme elle si tu n'écoutes pas. Puis elle m'a demandé où était mon mari. J'ai répondu que je n'en avais pas. Elle m'a dit que c'est parce que j'avais couché à droite à gauche que j'étais tombée enceinte. Quand elle m'a dit ça, j'ai eu très mal, mais je n'ai rien dit. Peu avant l'accouchement, la jeune femme décide de changer d'hôpital et met enfin au monde une petite fille. Quand j'ai su que j'étais enceinte, je dois avouer que je ne voulais pas de cet enfant. C'était trop dur. J'ai été jusqu'à penser au suicide. Je pleurais tout le temps. Le fait que je ne vois pas son père, que je ne le connaisse pas. Mais j'aime mon enfant. Dieu merci. Je ne peux pas ne pas l'aimer. C'est mon destin. Malheureusement, l'histoire de cette jeune femme est loin d'être un cas isolé. Les femmes africaines sont régulièrement maltraitées par le personnel hospitalier. La série C'est la vie en a fait un thème récurrent, grâce au personnage de Korsa, une sage-femme cruelle et tyrannique. Qu'est-ce qui t'a permis d'entrer et de déranger les gens qui travaillent? Tu peux pas attendre ton tour? Oh, pardon. Je sais que j'ai mal au ventre. Tu as ton ticket? Non. D'abord, tu vas acheter ton ticket et après, tu attends qu'on t'appelle. De toute façon, ton cas n'a même pas l'air d'être grave. C'est parce que j'ai pas d'argent. Ah oui. Tu crois qu'ici, c'est la Croix-Rouge? Reviens avec des sous. Bonsoir. C'est monsieur? Docteur Jay. Jay. Awadjigakan. Ça va? Ça va bien. J'ai joué le rôle de Korsa, la méchante sage-femme. On va en discuter. D'accord, ce sera avec un grand plaisir. Bonjour monsieur, enchantée. Awakan, méchante sage-femme. Ah oui, ça me fait plaisir. Ce jour-là, sur Radio Vibe, une station très populaire, des médecins chefs de service ainsi que la représentante des sages-femmes du Sénégal sont invités à s'exprimer sur les violences à l'hôpital. Alors, Vibe Radio, c'est votre émission C'est la vie sur la DDS, il est 22h10. C'est une histoire, pas fiction, hein. C'est des situations qu'on vit dans nos hôpitaux ou les districts sanitaires, ce qu'on vient de suivre tout de suite dans le reportage. En tout cas, nous vivons des situations qui sont proches de ce qu'on a vu sur le film. Ça, il faut l'avouer. Okay. En tant qu'agent de santé, il faut aussi trouver un diagnostic
pour pouvoir traiter le mal. La corruption dans le système de santé, on ne peut pas le nier. C'est des faits réels et il faudra quand même essayer de poser le diagnostic de manière très franche et de trouver des solutions. Tous les jours, nous essayons de formater. Le mot n'est pas de trop. Les sages-femmes, surtout les jeunes, maintenant on leur dit tout le temps, évitez d'être Madame Corsage. Je crois que quelque part on se dit plus jamais ou dans aucune structure de santé qu'on retrouve quelqu'un qui soit une Madame Corsage. Il faut que les gens changent. Et c'est ça notre cri de cœur. J'ai tout fait pour incarner ce rôle, pour que les gens qui se reconnaîtront à travers ma personne, mon personnage, puissent changer. Vous avez entendu le cri du cœur de Corsa, la personne qu'on pense qu'elle est mal. Ça permet de conscientiser les gens, que ce soit les professionnels de santé, que ce soit les malades, et cela suscite un débat. Et c'est avec ce débat-là que nous allons trouver une solution. Tant qu'on n'a pas réglé ces problèmes d'accueil-là, il y a des problèmes de santé qui vont subsister. Aujourd'hui, on voit qu'une bonne partie de notre population font recours à la médecine traditionnelle, donc tournent le dos au système de santé, uniquement pour des problèmes d'accueil. Depuis cette année, C'est la vie est diffusée sur la 2STV, une des chaînes nationales les plus regardées au Sénégal. Chaque vendredi, comme plusieurs millions de téléspectateurs, Paul et Thérèse, un couple issu des classes populaires, se retrouvent avec leurs 2 petites filles pour regarder en famille les aventures de Corsa, d'Assitan et du centre de santé de Ratanga. Tu oses me contredire? Non, non. Tu vas prendre une deuxième épouse. C'est la meilleure solution. Tous mes amis qui ont essayé cette solution sont plutôt en train de résoudre des problèmes. Est-ce que tu as eu des rapports sexuels dernièrement? On va bien s'occuper de toi. Pour ça, il te faudra parler à ton mari et le faire venir ici au centre. Ne me laissez pas retourner, s'il vous plaît. Il y a pas mal de choses qui sont jouées au niveau donc, de la série C'est ma vie, C'est la vie. Il y a la mère qui veut chercher une deuxième femme pour son fils. Donc je pense que quelque part, peut-être si c'est la tradition, donc je dis qu'il y a des ingérences quelque part, parce que la vie d'un couple, c'est la vie d'un couple. Ce qui m'a marqué le plus, la fille qui ne voulait pas la grossesse parce qu'il n'aimait pas son mari. Ça m'a beaucoup marqué. Et qui voulait avorter. Il essaie de dire des choses, de lancer des messages sans pour autant blesser la population. C'est très instructif de regarder ça en famille, parce que ça, c'est sûr que vraiment il y a des leçons qu'on en tire et peut-être qui vont nous servir demain. C'est la vie aborde chaque semaine des tabous de la société sénégalaise. C'est en sondant régulièrement la population que les inventeurs de la série dessinent les limites du scénario et définissent les compromis nécessaires. Alexandre Rideau, le producteur, prend en permanence la température de l'opinion auprès des chefs de village. Ce jour-là, il se rend dans un quartier de Joal pour s'enquérir de leurs préoccupations et de l'évolution des mentalités. Le match de foot et l'équipe de foot et le basket, ça va? Ça va bien. Ça va bien. C'est le délégué de quartier. C'est le délégué. Les chefs traditionnels sont rarement sollicités. Et pourtant, ils analysent très bien ce qui se passe sur le terrain. Si on devait faire un épisode de C'est la vie sur Joal, et vraiment de décrire quelque chose qui pourrait être utile à faire passer comme information pour Joal, à votre avis, il faudrait qu'on parle de quoi dans notre épisode? Souvent, on perd beaucoup d'enfants. Les malnutritions. Oui. De 0 à 5 ans. Donc ce sont vraiment des messages clés sur l'enfance qu'il faudrait qu'on fasse passer pour les mamans. Oui. Pour informer les mamans des gestes simples qu'elles peuvent avoir pour sauver la vie de leurs enfants. Mais au niveau de cette localité, il y en a des avortements clandestins. Surtout chez les collégiennes. Et est-ce que vous arrivez dans la communauté à parler quand même de ce sujet qui est, la plupart du temps, c'est quand même assez tabou de parler d'avortement? Jusqu'à présent, bon, les autorités n'osent pas. C'est complètement tabou. De toute façon, une grossesse non désirée
et c'est non désiré, il faut l'enlever à tout prix. Et donc, clandestinement, mais au dispensaire. Par exemple, dans les hôpitaux, c'est interdit. Au Sénégal, ici, c'est formellement interdit. La loi l'interdit totalement et condamne aussi ceux qui le font. Donc sur ce sujet, il y a beaucoup encore... Ouais. Il y a beaucoup à faire. C'est à abolir. Oui, c'est pas bon. Souvent, je pense le message. Dans la manière dont on écrit les histoires, on ne peut dépeindre des choses positives que si c'est encouragé par la loi. C'est pour ça que c'est un peu nos limites pour le moment. On ne peut pas vraiment parler, ou sinon de manière très détournée, en passant par l'avortement clandestin, justement, et montrer que l'avortement clandestin est mauvais, mais sans faire la promotion de l'avortement, puisque l'État ne le fait pas. C'est la vie, n'essaye pas de faire du militantisme. C'est pas le rôle de C'est la vie. Mais C'est la vie, en revanche, c'est une caisse de résonance, est un porte-voix, en fait, de ce que les États africains cherchent à faire. Alors, après, à d'autres de pousser les États à faire évoluer les lois. Moi, c'est pas mon travail. Mon travail, c'est de faire en sorte que ce qui est désiré, ce qui est la loi, puisse être connu par un maximum de gens au niveau de la population et par les familles. Au Sénégal, comme dans une quarantaine d'autres pays africains, les femmes qui avortent risquent la prison. Ce qui ne les empêche pas d'interrompre leur grossesse clandestinement, seules et au péril de leur vie. C'est la vie en a fait un thème important de sa 2e saison. La comédienne Fatou Jupiter Touré incarne Assitan, la sage-femme bienveillante, celle qui est à l'écoute et conseille les jeunes femmes. Silence! 58, 9 sur 2 premières. Action! Tu es tirée d'affaire, mais tu as eu beaucoup de chance. Tu aurais pu mourir. C'était ma première fois avec un garçon. Je croyais que je ne pouvais pas tomber enceinte. Et j'ai mis trop de temps à comprendre. J'ai fini par le raconter Soraya à ma meilleure amie. Elle m'a dit qu'elle connaissait quelqu'un qui pouvait lui procurer une portion pour la grossesse. Ça aurait pu te tuer. Il aurait fallu que tu viennes directement au dispensaire. Coupé. Donc c'est un peu les histoires qui arrivent malheureusement un peu partout. Une jeune fille qui tombe enceinte par manque on va dire, d'informations et donc paniquée parce que c'est mal vu, parce que c'est interdit. Donc elle va chercher une potion conseillée par une de ses amies et elle manque de peu de mourir. L'objectif des concepteurs de la série est d'alerter les femmes des dangers de ces avortements clandestins, sans jugement ni encouragement, et d'éviter toute forme de polémique. Il y a une autre façon de mener un combat qui n'est pas forcément frontal, qui n'est pas forcément dans les cris, dans les déchirements, les femmes d'un côté, les hommes de l'autre, mais avec vraiment une vraie énergie positive, avec une vraie envie de changer les gens, changer les choses pour le mieux-être de tous. Les actrices vont au-delà de leur rôle dans la série. En dehors des plateaux de tournage, elles poursuivent leur travail de sensibilisation. Awa Jigakan, qui interprète l'odieuse sage-femme Corsa, n'avait jamais joué la comédie auparavant. Ce sont des amis qui l'ont poussée à se présenter au casting. Souvent, on dit qu'il faut traiter la semence comme un bébé. Donc, il faut nettoyer pour ne pas que ça colle. On nettoie les mains. Voilà, doucement, doucement, doucement. Cette horticultrice forme depuis plusieurs années des femmes de Dakar à la microfinance et à l'agriculture urbaine, avec l'espoir d'améliorer leur quotidien. Quand je forme ces gens-là, c'est comme si j'ai planté les graines. Alors, d'ici quelques temps, elles vont aller aussi planter avec d'autres femmes et ça sera les fruits de ma plantation humaine, on va dire. Awa a grandi en Casamance, au milieu des mariages précoces et des excisions, parfois au sein même de sa famille. Elle connaît l'importance de la parole pour sortir les femmes de la violence.
Je me suis faite ambassadrice depuis longtemps. Depuis longtemps parce que j'ai envie de partager le peu que j'ai avec les femmes et j'ai envie de porter leur voix. Le rôle qu'Awa joue dans la série, la corruption dans les hôpitaux et tout ça, on ne s'occupe pas de toi si tu n'as pas d'argent. Je crois que ça va changer de nos jours. C'est un sujet tellement tabou. De ce fait que si elle joue ça et tout le monde est en train de la regarder, ça nous enlève un grand poids. Awa a la chance d'être soutenue par son mari et par ses enfants. Son rôle controversé dans la série ne les a jamais effrayés. Au contraire, il les a poussés à être encore plus vigilants au monde qui les entoure. S'adresser aux plus jeunes est pour Awa une mission essentielle, car elle est persuadée qu'ils redéfiniront à leur tour les rapports hommes-femmes au Sénégal et en Afrique. Vous êtes ma seule raison de vivre, comme on dit. Donc il faut que vous compreniez ce que je fais. Cette série, comme je vous dis souvent, c'est une série éducative et vous aussi, vous devez apprendre de cette série. Il y a des comportements qui ne sont pas bien du tout. Je fais partie des actrices dans la société. Alors vous aussi, vous devez jouer votre part de responsabilité. Comme tu dis souvent, on doit toujours étudier pour être quelqu'un dans le pays. Je vais te rendre fière de moi, Inch'Allah. C'est la vie, c'est ce qui se passe dans la vie, dans les deux sens. Soit tu te dis que c'est la vie, je m'engage à changer cette vie pour qu'elle soit meilleure. Soit tu te dis que c'est la vie, j'ai pas le choix, donc je fais avec. Et moi, je suis du côté de dire que c'est la vie, mais je m'engage à changer cette vie pour qu'elle soit meilleure. La série entamera dans quelques mois le tournage de sa 3e saison. Elle sera traduite dans d'autres langues comme le Wolof et le Bambara pour toucher une population plus large et transmettre l'idée que les femmes, en Afrique comme ailleurs, ont le droit de disposer de leur corps, de leur santé et de leur vie. Alors que les femmes en Afrique réclament plus de droits, en Russie, elles en perdent. Depuis le début de l'année là-bas, la violence domestique est désormais passible d'une simple amende. C'est ce que prévoit en effet une nouvelle loi. Témoignage des victimes qui ont survécu la semaine prochaine.